Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la hiérarchie des molécules de protéines. Qu'est-ce que c'est que la hiérarchie des protéines? C'est un système d'organisation où l'on organise les molécules de protéines du plus simple au plus compliqué. C'est-à-dire, vous pouvez voir ici que nous avons ce que l'on appelle une séquence primaire qui consiste d'une chaîne polypeptidique linéaire. Et ensuite, cette chaîne polypeptidique va se replier pour former ce que l'on appelle hélice A ou feuillet B, ce qui représente une séquence secondaire. Et la séquence secondaire est plus compliquée que la séquence primaire. Ensuite, la séquence secondaire va se replier encore une fois pour faire une séquence plus compliquée qui est la séquence tertiaire. Et la séquence tertiaire est le niveau essentiel, c'est le minimum dans la majorité des molécules de protéines pour que la molécule puisse être fonctionnelle, pour qu'elle puisse avoir des domaines ou des sites actifs où elle peut s'attacher à d'autres molécules et, par exemple, commencer une chaîne de réactions biochimiques dans la cellule. La séquence quaternaire est la séquence la plus compliquée et c'est la seule séquence où vous pouvez avoir la molécule formée de deux chaînes polypeptidiques. C'est-à-dire que la plupart du temps, la séquence primaire, la séquence secondaire et la séquence tertiaire sont formées d'une seule chaîne polypeptidique. Alors que si la molécule est formée de plus d'une chaîne polypeptidique, c'est-à-dire deux ou trois ou quatre, donc c'est la séquence quaternaire. Donc la séquence quaternaire, cela n'indique pas que la molécule doit avoir quatre chaînes polypeptidiques. Non, mais il suffit d'avoir deux ou trois chaînes polypeptidiques pour avoir une séquence quaternaire. Mais le nom séquence quaternaire indique la complexité la plus supérieure, la plus haute de la hiérarchie des molécules de protéines. Nous allons expliquer tout ça en détail dans les diapositives suivantes. Donc, la hiérarchie des protéines est un système d'organisation où les molécules de protéines sont classifiées du plus bas au plus haut selon leur conformation. Euh, Notez, s'il vous plaît, que d'habitude, la hiérarchie est une organisation où l'on classe du plus haut au plus bas dans, par exemple, des hiérarchies administratives. Mais ici, c'est du plus simple au plus compliqué. Chaque protéine, dans sa forme terminale ou finale, va posséder une forme ou une conformation unique et cette conformation unique, comme on a répété plusieurs fois, va déterminer ses fonctions, parce que la fonction d'une molécule dépend de sa conformation. Et comme on vient de le dire, il existe quatre niveaux de structure et donc de conformation protéique. Ces quatre niveaux de structure sont la structure primaire, la structure secondaire, la structure tertiaire et la structure quaternaire. Ici, par exemple, nous avons un diagramme qui vous explique comment, à partir d'une seule chaîne polypeptidique qui est dans sa structure pardon, qui est dans sa structure primaire, on peut avoir une structure secondaire à partir de cette chaîne polypeptidique sans avoir recours à une autre chaîne polypeptidique, justement en voyant que cette chaîne polypeptidique va se replier sur elle-même
d'une certaine façon pour euh, donner ce que l'on appelle hélice A ou feuillet B, ou bien ça, ou bien ça. Les deux sont ou représentent des structures secondaires. Donc la structure secondaire se forme à partir de cette même chaîne polypeptidique, juste en se repliant davantage. Et ensuite, cette même chaîne polypeptidique qui est devenue dans une structure secondaire, elle va se replier encore une fois, davantage, plusieurs fois, à cause de liaisons différentes, liaisons chimiques. Tous ces repliements-là sont à cause de liaisons chimiques. Mais pour la structure secondaire, les liaisons chimiques sont des liaisons hydrogènes, alors que dans la structure tertiaire, nous avons principalement des liaisons entre les groupes R ou les chaînes latérales R. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la structure tertiaire, nous n'avons pas d'autres chaînes polypeptidiques que celle avec laquelle on a commencé. Donc, si on part de la structure primaire ou de la structure secondaire ou de la structure tertiaire, nous sommes en train de parler de la même chaîne polypeptidique qui se transforme de niveau en un autre niveau plus compliqué, justement en se repliant et en faisant plus de liaisons. De liaisons, bien sûr, intramoléculaires, c'est-à-dire à l'intérieur de la même molécule ou de la même chaîne polypeptidique. Euh, Ici, nous avons la structure quaternaire et ici, nous avons une structure quaternaire qui, accidentellement, est formée de quatre chaînes polypeptidiques et c'est la molécule que l'on appelle hémoglobine. Nous avons donc plus d'une chaîne polypeptidique et c'est pour ça que l'on appelle ça la structure quaternaire. À l'intérieur de chaque chaîne polypeptidique, nous avons plusieurs niveaux de repliement, c'est-à-dire que chacune de ces quatre chaînes polypeptidiques, et je dis encore une fois que c'est par hasard que que ce sont quatre chaînes polypeptidiques, il n'est pas nécessaire d'en avoir quatre pour obtenir la structure quaternaire, il suffit d'avoir plus d'une chaîne polypeptidique, c'est-à-dire deux ou trois. Mais chaque chaîne polypeptidique à l'intérieur de la structure quaternaire est fréquemment au niveau de la structure tertiaire. Donc la structure primaire désigne justement la séquence linéaire unique très simple d'acides aminés. Et bien qu'elle soit simple, mais la moindre modification des acides aminés, que ce soit leur type, que ce soit leur ordre, que ce soit leur nombre, c'est-à-dire la moindre modification de la séquence de ces acides aminés à l'intérieur de la structure primaire, dans la chaîne polypeptidique peut avoir des conséquences majeures sur la protéine tout entière. Donc, la structure primaire est essentielle pour obtenir la structure finale, que ce soit la structure secondaire ou tertiaire ou quaternaire. Et le moindre changement dans la structure primaire, bien qu'elle soit la plus simple, va la plupart du temps être ou avoir un résultat très important sur la conformation et donc la fonction de la molécule. Rarement, dans des conditions rares, le changement d'un seul aminoacide peut être ignoré et n'a pas de reflet sur la conformation de la molécule ou de sa structure. Ici, nous voyons bien sûr la chaîne polypeptidique avec son terminus N où nous avons NH2, son terminus C où le radical ou le groupement carboxylique est celui qui est libre. Donc,
Quand on dit le terminus C ou la terminaison C, on veut dire qu'ici, on a un groupe carboxylique libre, c'est-à-dire c'est la fin de la chaîne. Il n'y a plus d'acide aminé après. Et la même chose ici, nous avons un groupement amine libre. Si on agrandit les cercles, nous voyons les noms de certains acides aminés comme la leucine, la phénylalanine, la sérine, cystéine, etc. Et on agrandit en plus pour voir la structure de l'acide aminé. Par exemple, ici, vous voyez phénylalanine avec son carbone alpha et le groupe carboxylique d'un côté, le groupe amine de l'autre côté. Et ça, c'est le zwitterion, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que dans un milieu aqueux ayant un pH neutre, l'oxygène perd un proton et a une charge complète négative, alors que le groupe NH2 acquérit ce proton ou un autre proton et devient positif, une charge complète positive est sur ce groupement-là. Mais ce qui caractérise la phénylalanine, c'est que le radical R variable est cyclique ou aromatique. Pour vous prouver que un seul changement dans les acides aminés peut résulter en des séquences très graves, nous vous rappelons de ce que l'on a expliqué dans la biologie moléculaire de la maladie qui s'appelait la drépanocytose, que l'on appelle en anglais sickle cell anemia, et qui résulte en la destruction des cellules du sang. Et c'est une maladie donc potentiellement mortelle, les cellules rouges bien sûr, et elle résulte d'une simple substitution, c'est-à-dire que originalement nous avons l'acide aminé glutamique et donc il y a une mutation qui fait que l'acide glutamique est remplacé par la valine, un autre acide aminé. Donc, c'est une mutation. Le gène a été muté et quand il a été traduit, il a été traduit en valine. La cause, ce n'est pas le changement de tous les codes triplets dans les gènes et même pas un code triplet entier, mais c'est un seul ou une seule base azotée dans le gène. Donc, il est très important de connaître la séquence des gènes pour savoir si ce sont des gènes normaux ou des gènes qui peuvent causer des maladies. Et il faut rappeler ici que Fred Sanger, qui était un savant et qui a été le premier scientifique à séquencer les protéines, et il a reçu le prix Nobel pour séquencer l'insuline. L'insuline est l'hormone qui est très importante pour réguler le taux de glucose dans le sang et tout le métabolisme des glucides est contrôlé par l'insuline. L'insuline est une protéine, mais c'est une protéine qui n'est pas très compliquée et on va étudier sa composition plus tard. Ici, nous vous montrons comment l'histoire de la drépanocytose commence à l'ADN. C'est-à-dire qu'ici, nous avons les codes triplets de l'ADN, du gène normal, et bien sûr les codons complémentaires de l'ARN messager, et comment chacun de ces codons va être traduit en un acide aminé. Le premier codon ici, CCU, a été traduit en proline, GAG en glutamine, GAG en une autre molécule de glutamine. Mais ici, dans le gène anormal, nous avons une mutation. Et cette mutation est une simple substitution.
C'est-à-dire que la ici, au lieu d'avoir l'adénine, nous avons thymine. Et donc, le complémentaire serait adénine. Et donc, la base azotée sur la RN sera uracile. Et la traduction de GUG est différente de celle de GAG. GUG est traduit en valine. Donc, nous avons un seul aminoacide qui a été changé et malgré cela, la molécule d'hémoglobine à l'intérieur des cellules rouges du sang va être anormal et va changer sa conformation, va changer son repliement à l'intérieur de la cellule rouge, résultant en cette conformation bizarre des cellules rouges qui, bien sûr, est anormale et qui résulte en l'agglutination des cellules rouges ou même de leur destruction et donc l'anémie, etc. et tous les symptômes dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. On appelle ce genre de mutation, on l'appelle mutation non-sens. Mutation non-sens. Et on va expliquer ça dans l'hérédité. La structure secondaire, donc, comme on vient de l'expliquer, ça résulte d'un repliement local. Et quand on dit un repliement local, c'est-à-dire un repliement à l'intérieur de la même molécule dans des zones précises. Donc, l'explication, c'est pas seulement que ce sont dans des zones précises, mais on aurait dû ajouter ici dans la même molécule, pardon, dans la même chaîne polypeptidique. Donc, c'est un repliement local d'une chaîne polypeptidique, c'est-à-dire à l'intérieur de la même chaîne polypeptidique primaire et dans des zones précises. Et ces repliements-là résultent de liaisons d'hydrogène ou c'est-à-dire que la chaîne polypeptidique au début était linéaire et quand les liaisons d'hydrogène vont se former entre certains atomes de certaines molécules de cette chaîne polypeptidique, comme nous allons le voir sur le diagramme suivant, la molécule ne va pas rester linéaire, elle va se replier. Donc, tous ces repliements qui vont se former à l'intérieur de la structure primaire de la chaîne polypeptidique et qui vont résulter en une structure secondaire seront à cause de liaisons d'hydrogène. Donc, la seule liaison qui se trouve dans la structure secondaire résultant en un repliement est la liaison d'hydrogène. Bien sûr, nous avons d'autres liaisons covalentes, mais je parle seulement des liaisons qui sont responsables du repliement de la chaîne polypeptidique et donc de la transformation du niveau premier ou la structure primaire à la structure secondaire. Ces liaisons hydrogènes vont se former entre un groupement carbonyle et un groupement amine. Le groupement carbonyle appartient à un acide aminé, à un certain acide aminé, mais le groupement amine va appartenir à un autre acide aminé, c'est-à-dire il n'y aura pas de liaison d'hydrogène entre le groupement carboxyle et le groupement amine du même aminoacide ou acide aminé. En plus, c'est seulement l'oxygène du carbonyle et l'hydrogène de l'amine qui vont faire des liaisons hydrogènes. Et c'est normal parce que l'oxygène va porter une charge partiellement négative alors que l'hydrogène va porter une charge partiellement positive. Et ce repliement-là qui est, tout ça, on va le voir sur le schéma, mais on va finir le texte tout d'abord. Ce repliement-là va, comme je l'ai dit au début de la présentation, va vous donner une des deux structures
conformationnelle de la structure secondaire. C'est ou bien hélice alpha, ou bien hélice alpha que l'on voit ici, ou bien feuillet B. Donc, l'hélice alpha ou les hélices alpha et les feuillets B, tous les deux appartiennent à la structure secondaire. Dans les hélices alpha, le groupement carbonyl C, double liaison O, d'un acide aminé, est lié par liaison hydrogène à l'hydrogène d'un groupement amine d'un autre acide aminé, comme je viens de le dire. Donc, cela ne se déroule pas dans la même molécule d'acide aminé. Nous devons avoir deux acides aminés différents. Mais cet acide aminé, l'autre acide aminé, est situé 4 résidus plus loin dans la chaîne, c'est-à-dire 4 molécules d'acide aminé plus loin dans la chaîne. Comment ça? Si nous voyons ici la structure secondaire, dans la première conformation très fameuse que l'on appelle hélice A, alpha, et si vous vous concentrez, par exemple, sur cette liaison hydrogène qui se trouve entre un carbonyl et un groupement amine, comment alors va-t-on compter les carbones pour prouver que la liaison se forme entre un acide aminé et un autre acide aminé qui se trouve 4 résidus plus tard? On va compter l'atome central. Et c'est ça qui cause beaucoup de confusion. Parce que parfois, quand vous essayez de compter, vous vous trompez et vous comptez les carbones du carboxyle. Non, on commence ici. Ça, c'est le premier aminoacide ou acide aminé. Et pourquoi est-ce qu'on commence ici? Parce que c'est le carbone central, c'est le carbone alpha. Comment est-ce que je sais que ça, c'est le carbone alpha? Parce qu'il y a le radical R attaché. Donc, je vais ignorer ce carbone-là parce qu'il appartient au carboxyle. Je veux seulement compter les carbones attachés au radical R. Donc, ici, nous avons un carbone alpha, le premier carbone alpha après notre acide aminé sur lequel on se concentre. Ça, c'est le premier carbone alpha après. Ça, c'est le second carbone alpha après. Et ça, c'est le troisième carbone alpha après. Et ça, c'est le quatrième carbone alpha. Et donc, l'acide aminé dont le groupement amine va former une liaison hydrogène est le quatrième après celui où on a commencé. Et donc, si vous remarquez ici, vous pouvez constater tout de suite que toutes les liaisons, comme ici par exemple, nous avons une liaison hydrogène. Ici, nous avons ici, celle-là, c'est une autre liaison hydrogène, une troisième liaison hydrogène, une quatrième liaison hydrogène, une cinquième liaison hydrogène, une sixième liaison hydrogène. Donc, pour obtenir ce petit segment d'hélice alpha, nous avons eu besoin de 6 liaisons d'hydrogène. Chaque fois, la liaison d'hydrogène est formée entre un certain acide aminé et le quatrième après, et chaque fois, elle est formée entre l'oxygène d'un carbonyle et l'hydrogène d'un groupe amine. Mais la structure secondaire peut être aussi en forme de feuillet B plissé. Comment est-ce que cela se fait? Encore à cause de liaisons hydrogène. Mais cette fois-là, la conformation se fait d'une façon un peu différente, c'est-à-dire que le patron est différent. Il doit y avoir deux segments d'une chaîne polypeptidique qui vont s'aligner côte à côte de façon parallèle pour former cette structure en feuillet. Et les liaisons hydrogènes se feront comme d'habitude
entre l'atome d'oxygène du carbonyle d'un certain acide aminé et l'atome hydrogène, comme d'habitude, d'un groupe amine, d'un autre acide aminé, bien sûr, mais cette fois-ci, c'est pas le quatrième résidu ou aminoacide après, mais c'est avec l'autre acide aminé qui lui fait face, c'est-à-dire son voisin qui est en face de lui. Par exemple, ici, vous pouvez vous constater alors que nous avons une chaîne polypeptidique. Ce schéma-là ne montre pas deux différentes chaînes polypeptidiques, mais c'est une chaîne polypeptidique ou une partie d'ailleurs d'une chaîne polypeptidique. On ne vous montre ici qu'une partie de cette très longue chaîne polypeptidique et on vous concentre seulement sur cette partie où un segment de la chaîne polypeptidique s'est replié pour former un autre segment qui lui est parallèle et qui vient en face de lui. Donc, une partie de la chaîne polypeptidique s'est repliée, mais elle se repliait de façon qu'une séquence assez longue de cette chaîne se replie pour donner deux séquences parallèles. Cette séquence parallèle et celle-là. Cette séquence parallèle, on la représente par cette flèche. Peut-être parce que ici, nous avons par exemple NH2 et ici, nous avons le carbonyle. Et l'autre par une autre flèche. Cela seulement veut dire qu'elles sont dans deux directions opposées. Justement, ces deux flèches sont là pour vous montrer qu'elle s'est repliée, pour vous démontrer que c'est pas que ce sont pas deux chaînes polypeptidiques parallèles, mais ce sont deux segments parallèles de la même chaîne polypeptidique. Et chaque fois, quand un acide aminé se trouve en face d'un autre acide aminé dans une position favorable, il fait une liaison hydrogène. Donc, quelle est la position favorable? La position favorable est la position où nous allons avoir un atome d'oxygène en face d'un atome d'hydrogène, parce que c'est seulement à ce moment-là que l'on puisse faire une liaison hydrogène quand on a d'un côté un atome d'oxygène avec une charge partiellement négative et un atome d'hydrogène avec une charge partiellement positive. Maintenant, on va parler de ce que l'on appelle les protéines fibreuses. Pourquoi est-ce que l'on parle des protéines fibreuses et comment elles sont reliées aux structures secondaires? Parce que la plupart des protéines fibreuses ont une structure secondaire. Qu'est-ce que c'est tout d'abord que des protéines fibreuses? Quelle est la définition? Ce sont des protéines dont les chaînes polypeptidiques sont organisées de manière approximativement parallèle le long d'un axe unique. Donc, ce sont des molécules de protéines formées de chaînes polypeptidiques, une ou plusieurs. Si c'est une chaîne polypeptidique, donc les repliements seront parallèles. Si ce sont plusieurs chaînes polypeptidiques, donc les plusieurs chaînes polypeptidiques vont être parallèles autour d'un axe unique et donc ils vont former de longues fibres ou de larges feuillets. Donc un fibre, c'est une molécule allongée, longue et fine d'une protéine. Les protéines fibreuses sont très importantes dans nos cellules parce qu'elles ont tendance à présenter une grande résistance mécanique. Et donc, si elles sont capables de présenter une grande résistance mécanique, donc elles seront utilisées dans le corps ou elles seront importantes pour donner du support mécanique aux cellules et aux tissus.
Aussi, puisqu'elles sont allongées, c'est-à-dire que leur surface est relativement grande, euh, donc, la surface, bien sûr, comparée au volume, elles ont tendance à résister la solubilisation dans l'eau, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas se résoudre facilement dans l'eau. Leur dissolution dans l'eau est difficile et cela est très important. Cela va avec cela est compréhensible puisque ce sont des molécules qui donnent du support aux cellules, donc elles ne doivent pas être facilement euh, euh, solubilisées dans l'eau. Et donc elles ont un rôle très important dans le support et un rôle structurel très important. Ici, nous voyons une molécule fibreuse, mais aussi nous voyons l'autre conformation des protéines qui est la conformation globulaire. Et vous pouvez constater tout de suite la différence. Les molécules globulaires sont plus ou moins sphériques et donc elles sont plus repliées sur elles-mêmes, mais les molécules fibreuses sont d'habitude longues et leur longueur est plus grande que leur largeur. Quels sont les exemples les plus fameux des protéines fibreuses? Nous avons bien sûr la kératine, alpha-kératine, qui est un constituant principal des cheveux, nous savons tout ça, des ongles dans le corps humain, des griffes chez les animaux, des becs chez les oiseaux, par exemple, des écailles chez les poissons, et elles sont composées majoritairement d'hélices alpha, comme vous le voyez ici. L'alpha-kératine se compose d'hélices alpha, très simples, mais elles sont parallèles les unes aux autres. Ensuite, nous avons la collagène, fameuse molécule de protéine. C'est une principale protéine constitutive des tendons à la fin des muscles. Vous savez que les tendons, ce sont des structures fibreuses à la fin des muscles et qui permettent aux muscles de s'attacher aux os qu'ils vont bouger de chaque côté des articulations. La collagène, bien sûr, est présente dans la peau, dans les os, dans les dents, parce qu'elle donne du support et de la flexibilité en même temps. Mais la collagène est constituée, chaque molécule de collagène est constituée d'une triple hélice, c'est-à-dire des hélices, trois hélices. Chaque molécule est formée de trois hélices et nous allons la voir sur la diapositive suivante. Vous voyez ici une séquence d'acides aminés, c'est-à-dire une chaîne polypeptidique dans sa structure primaire, mais vous voyez ensuite que cette séquence va se replier en une molécule de collagène. Le collagène, pardon, j'ai dit la collagène, mais c'est le collagène. La molécule de collagène se forme donc de trois hélices et chacun de ces hélices est un hélice alpha. Et enfin, plusieurs molécules de collagène vont faire un fibre plus épais de collagène. Donc, le collagène commence par une séquence linéaire structure primaire d'acides aminés. Ensuite, nous avons des hélices alpha. Les trois hélices alpha différents font une molécule de collagène, mais un fibre de collagène va être fait de plusieurs molécules de collagène. Donc, chacune de ces molécules longues est une molécule de collagène. Euh, on dit que c'est une triple hélice et ces hélices-là sont des hélices non alpha.
pardon, si j'ai dit alpha, ça c'est une faute. Ce sont des hélices non alpha parce que ce sont des hélices gauches. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est que des hélices gauches. Donc, ces hélices que vous voyez sont des hélices gauches, ce ne sont pas des hélices alpha. Elles ressemblent bien sûr aux hélices alpha, mais c'est la direction de la rotation qui diffère. Donc, faites attention pour ne pas répéter ma faute. Chaque hélice qui se trouve dans la molécule de collagène est un hélice non alpha, gauche. Et qu'est-ce qu'on veut dire par gauche? C'est-à-dire que l'enroulement et le sens d'enroulement est à gauche, c'est-à-dire sénestrogir, comme on l'appelle sénestrogir. Alors que l'hélice alpha classique tourne vers la droite et on l'appelle dextrogir. Cela est relié au sens des aiguilles d'une montre ou contre le sens des aiguilles d'une montre. Ça, ce sont des détails que vous n'avez pas à retenir. Mais vous devez savoir seulement que c'est une hélice gauche qui tourne dans un sens opposé à l'hélice alpha et donc ce n'est pas une hélice ou un hélice alpha. Donc, encore une faute de grammaire, on dit une hélice et non pas un hélice. La laine est constituée d'hélices alpha entrelacées. Donc, on a maintenant la kératine qui est formée d'hélices alpha, comme vous le voyez sur le schéma suivant, l'alpha-kératine. Et vous avez la laine qui est formée d'hélices alpha entrelacées, mais le collagène, il est formé d'hélices gauches, c'est-à-dire d'hélices qui tournent dans un sens contraire aux hélices alpha et ce sont des triples hélices, c'est-à-dire que chaque molécule est formée de 3 hélices. On a ensuite la soie et les toiles d'araignée qui sont, elles, constituées de feuillets bêta ou les feuillets plissés, comme on vient de les expliquer. Et maintenant, on va parler des protéines globulaires. Qu'est-ce que c'est que les protéines globulaires? Ce sont des protéines qui sont plus ou moins sphériques, mais parfois elles peuvent également ressembler à un cylindre creux. Et nous allons voir ça sur le diagramme. Par exemple, ici, vous avez une molécule de protéines globulaires et vous pouvez constater tout de suite qu'elle est tout à fait différente que les molécules longues des protéines fibreuses et aussi vous avez des molécules qui sont creuses à l'intérieur. Si on suppose que l'on regarde ça d'en haut, donc ça peut être dans la dimension, dans une tridimension, ça peut être un cylindre qui a le centre creux comme la protéine qui s'appelle tubuline. Donc, ce sont des molécules tout à fait différentes de celles des protéines fibreuses et elles sont constituées de chaînes polypeptidiques, bien sûr, puisque ce sont des protéines et chaque chaîne peut, dans la forme la plus complexe, présenter tous les niveaux de structure, primaire, secondaire, tertiaire. Mais on ne peut pas dire quaternaire. Quaternaire, cela veut dire donc que l'on a plus d'une chaîne polypeptidique. Mais dans la même chaîne polypeptidique, vous pouvez avoir tous les niveaux de complexité. Niveau primaire, niveau secondaire, niveau tertiaire. Le niveau quaternaire va être atteint quand nous parlons de la molécule tout entière, non pas des chaînes polypeptidiques qui forment la molécule. Et la plupart du temps, les protéines globulaires ne sont pas structurelles comme les protéines fibreuses, mais elles sont des molécules fonctionnelles. Pourquoi? Parce que cette forme tridimensionnelle où la molécule s'enroule d'une certaine façon, donc à être courbée dans certains sites, cela leur permet d'avoir des domaines
d'avoir comme dans les récepteurs par exemple, cela leur permet d'avoir des sites actifs comme les enzymes, cela leur permet de faire par exemple des canaux où les ions vont passer si ce sont des cylindres creux. Donc la plupart du temps, elles sont fonctionnelles et non pas structurelles. Bien sûr, pour être dans cette conformation sphérique, les molécules globulaires doivent être plus compactes que les protéines structurelles. Et puisqu'elles sont plus compactes, donc la proportion entre leur surface et leur volume est plus petite, et c'est-à-dire que pour un même volume ou pour un certain volume, vous allez avoir une surface plus petite et cela leur permet d'être plus solubles dans l'eau que les protéines structurelles. Les exemples très fameux sont les enzymes, par exemple, ce sont des protéines globulaires. Et la plupart du temps, elles sont dans une structure tertiaire, parfois quaternaire, mais jamais moins que tertiaire, c'est-à-dire, ou c'est pour cela que l'on dit présentant au moins une structure tertiaire, parce que c'est seulement au niveau de la structure tertiaire que l'on peut commencer à voir un domaine spécifique, un site où des molécules de signalisation peuvent s'attacher, et c'est seulement au niveau tertiaire que l'on peut avoir des sites actifs, c'est-à-dire des sites où les enzymes peuvent où les substrats peuvent s'attacher à une enzyme. Aussi, l'hémoglobine est globulaire et ceci est naturel parce que l'hémoglobine se trouve à l'intérieur des cellules très petites qui sont les cellules rouges du sang. Donc, elles ne peuvent pas se détendre normalement et elles doivent euh, acquérir la surface la plus petite ou la proportion entre surface et volume la plus petite. L'hémoglobine est globulaire, mais elle n'est pas seulement tertiaire, elle est quaternaire. Pourquoi? Parce qu'elle est formée de plus d'une chaîne polypeptidique et accidentellement, euh, c'est formé de 4 chaînes polypeptidiques, mais je répète que le fait que l'hémoglobine est fait, que chaque molécule d'hémoglobine est faite de 4 chaînes polypeptidiques ne veut pas dire que l'on a nécessairement chaque fois 4 chaînes polypeptidiques quand on parle du niveau quaternaire, de la structure quaternaire. Dans la structure tertiaire, c'est une conformation tridimensionnelle, c'est-à-dire c'est la première fois que nous obtenons une structure, une conformation tridimensionnelle. Jusqu'à la structure secondaire, on n'avait pas encore de conformation tridimensionnelle. Et il est très important de répéter que la structure tertiaire se superpose sur la structure secondaire. Et c'est-à-dire que c'est la même chaîne polypeptidique qui commence par la structure primaire, s'enroule en une structure secondaire et ensuite nous donne la structure tertiaire. C'est encore une fois la même chaîne polypeptidique. La conformation tridimensionnelle est la première conformation qui permet à la molécule d'avoir un site actif ou un domaine spécifique. Et donc, elle va déterminer la spécificité de la protéine. C'est pourquoi les enzymes doivent nécessairement posséder au moins la structure tridimensionnelle. Elle résulte de quoi? D'une combinaison d'hélices alpha et de feuillets bêta qui se replient davantage. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous venez de dire que la structure tertiaire doit contenir seulement une chaîne polypeptidique qui se replie davantage dans la molécule. Donc, comment est-ce qu'on va avoir des hélices alpha et des feuillets bêta? Cela veut dire simplement qu'une seule chaîne polypeptidique
peut se replier dans certains segments en des hélices alpha et dans d'autres segments de la même chaîne polypeptidique en des feuillets bêta. Donc, vous pouvez trouver les hélices alpha et les feuillets bêta sur la même molécule. La structure tertiaire est essentiellement le rôle des radicaux R, des groupements latéraux R. Les groupes R des acides aminés de la même chaîne vont faire des liaisons ensemble, ou bien les groupes R des acides aminés de cette chaîne singulière vont faire des liaisons avec l'eau tout autour. Donc, les liaisons de la structure tertiaire ou qui sont responsables de transformer la structure secondaire en structure tertiaire originent toutes du groupe R. Ou bien groupe R avec groupe R dans la même chaîne polypeptidique, comme dans le cas 1, ou dans le cas 2, des liaisons entre les groupes R et les molécules d'eau tout autour. Quels sont les types de liaisons qui sont formées à partir du groupe R? Numéro 1, des liaisons d'hydrogène. Entre les groupes R des acides aminés, cela est possible parce qu'un groupe R peut contenir un oxygène avec une charge partiellement négative et un hydrogène avec une charge partiellement positive. Des liaisons ioniques, encore une fois, entre les chaînes latérales. Comment? Parce qu'il y a des acides aminés basiques, comme vous le savez, où la chaîne latérale est basique, et d'autres acides. Ceux dont la chaîne latérale est basique vont avoir NH3+, et ceux dont la chaîne latérale est acide vont avoir un COO chargé négativement. Et donc, il est très possible d'avoir une liaison entre la charge véritable positive sur NH3 et la charge complète négative sur COO, mais ce ne seront pas des liaisons d'hydrogène, ce seront des liaisons ioniques. Vous pouvez aussi avoir des interactions hydrophobes en cas les deux acides aminés sont hydrophobes et on a expliqué clairement dans la vidéo précédente que pour considérer l'acide aminé hydrophobe, la chaîne latérale, elle, doit être hydrophobe. Et donc, si les chaînes sont hydrophobes, donc elles n'ont pas de charge du tout. Elles ne sont ni polaires, elles n'ont ni des charges partielles, ni des charges complètes. Elles sont hydrophobes. Et donc, il y aura des interactions hydrophobes, c'est-à-dire que ces chaînes hydrophobes auront tendance à se rapprocher les unes aux autres pour minimiser ou diminuer leur surface de contact avec l'eau, pour diminuer les liaisons d'hydrogène entre les molécules d'eau et donc diminuer ou épargner l'énergie comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente et laisser des molécules d'eau qui sont libres pour faire d'autres liaisons dans la solution. Mais vous pouvez aussi avoir des interactions hydrophiles. Des interactions hydrophiles, ce seront des interactions entre des groupements polaires, mais pas nécessairement l'hydrogène. Vous pouvez vous demander si ce sont des relations hydrophiles, donc pourquoi est-ce qu'elles ne font pas des liaisons hydrogène? Parce qu'il n'y aura pas d'hydrogène. Elles sont hydrophiles parce qu'il y a des atomes ou des groupements qui sont partiellement positifs et d'autres qui sont partiellement négatifs, mais l'hydrogène n'est pas inclus. Des ponts disulfures, c'est-à-dire, et ces liaisons-là sont très importantes, non pas parce qu'elles sont responsables des cheveux frisés, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, mais parce que ces liaisons sulfures sont des liaisons covalentes, alors que toutes les autres liaisons en haut n'étaient pas des liaisons covalentes. Et ensuite, ou enfin, les interactions van der Waals, qui sont des interactions très faibles qui se font entre le noyau d'un atome et les électrons d'un autre atome voisin quand ils se rapprochent quand ils sont très près les uns des autres et la distance entre les deux est moins de 5 nanomètres, mais c'est une liaison très faible.
Donc ici, vous avez des exemples des liaisons de la structure tridimensionnelle. Vous pouvez voir ici les ponts disulfure entre une chaîne latérale qui contient du soufre et une autre chaîne latérale qui contient du soufre. Et ça, c'est une liaison covalente. Vous pouvez ici voir des interactions hydrophobes entre des groupes qui ne sont pas des chaînes latérales R qui n'ont pas du tout de charge. Vous pouvez ici voir une liaison ionique entre l'ammonium ou NH3 qui a une charge positive réelle et l'oxygène qui a du groupe carboxylique qui a une charge négative réelle, mais vous aussi, vous pouvez trouver aussi des liaisons hydrogènes qui sont les liaisons qui étaient présentes au début, mais ici, dans ce schéma-là, les liaisons hydrogènes sont différentes. Donc, je répète que le fait que vous ayez ces liaisons ne veut pas dire que l'on oublie que en arrivant à la structure tertiaire, on doit avoir formé d'abord des liaisons d'hydrogène dans le niveau secondaire, parce qu'on vous demande parfois quelles sont les liaisons qui sont dans une molécule ou une chaîne polypeptidique du niveau tertiaire. Alors vous dites tout cela et vous oubliez les liaisons qu'ils ont formées le niveau secondaire qui doit précéder le niveau tertiaire. Mais ici, ça c'est une remarque très importante, que c'est vrai que c'est une liaison hydrogène entre l'hydrogène ici qui est partiellement positif et l'oxygène qui est partiellement négatif, mais elle est tout à fait différente de la liaison d'hydrogène qui a formé la structure secondaire. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons la liaison hydrogène entre deux groupes R, c'est-à-dire ce n'est pas entre le carbonyle d'un acide aminé et l'amine d'un autre groupe acidé, d'un autre acide aminé. Il est vrai qu'il y a un groupement carbonyle, il est vrai qu'il y a un groupement, qu'il y a un atome H, et il est vrai qu'il y ait une liaison hydrogène, mais cette liaison hydrogène n'est pas formée entre le squelette des aminoacides, mais il est formé entre les chaînes latérales et ça, c'est une différence très importante. On vient de dire aussi que la structure quaternaire caractérise les protéines qui sont constituées de plus d'une chaîne polypeptidique comme l'hémoglobine. L'hémoglobine présente une structure quaternaire parce qu'elle est composée de plusieurs chaînes polypeptidiques et chaque chaîne polypeptidique s'appelle la globine et elles sont quatre chaînes de globine. Et très caractéristique de l'hémoglobine, vous avez au centre un groupement qui contient du fer et ce groupement, on l'appelle un groupement M et ce groupement M est très important parce qu'il donne avec le fer à l'intérieur, donne la couleur rouge au sang. Maintenant, on va parler de la dénaturation. En ce qui concerne le groupement M, peut-être qu'un jour, on va avoir une vidéo sur la structure de l'hémoglobine, en particulier dans nos études du système respiratoire. Qu'est-ce que c'est que la dénaturation? On vient de dire que la structure d'une protéine dépend de la composition de sa chaîne. Nous avons une polypeptidique primaire qui dépend du type d'aminoacides qui sont à l'intérieur, du nombre de ces acides aminés, de leur arrangement ou leur agencement. Et la polypeptidique, la chaîne polypeptidique primaire est très importante. Pourquoi ici on dit que la structure d'une protéine dépend essentiellement? Parce que dans certaines questions, on vous demande si la structure d'une protéine dépend de la chaîne primaire ou secondaire ou tertiaire. Vous devez choisir primaire, parce que si vous faites n'importe quel changement dans la chaîne polypeptidique primaire, que ce soit dans le type d'aminoacides, dans leur nombre ou dans leur agencement, donc vous allez former
par conséquent, bien sûr, des changements dans toutes les structures qui suivent, c'est-à-dire la structure secondaire et la structure tertiaire. Donc, la chaîne primaire détermine comment la protéine va se replier pour adopter la forme tridimensionnelle spécifique. C'est-à-dire qu'au début, vous vous imaginez que c'est la structure tridimensionnelle qui doit déterminer la fonction de la protéine. Mais la structure tridimensionnelle elle-même dépend de la structure primaire. Mais il y a aussi les conditions physiques, c'est-à-dire un changement de température, par exemple, peut causer un changement de la composition, ce qu'on appelle la dénaturation, et aussi un changement chimique, comme le pH, par exemple, le changement de la concentration des ions d'hydrogène de la solution ou la concentration en sel. Tout cela peut changer la composition et alors causer la dénaturation. Et si la molécule est dénaturée, donc les domaines spécifiques et les sites actifs vont changer de conformation et ils ne seront plus spécifiques aux molécules de signalisation ou aux substrats, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus complémentaires en conformation ou en charge, et donc la fonction va changer ou s'arrêter. Donc, toute modification défavorable des conditions environnantes, que ce soit le pH, la température ou la concentration des sels, va altérer ou changer les, les forces intermoléculaires parce que ces forces intermoléculaires qui sont formées, la plupart du temps, tout d'abord, on doit répéter que ces forces intermoléculaires faibles sont les forces qui sont responsables de donner à la protéine sa conformation spécifique. Donc, elles sont très importantes, mais cette modification dans l'environnement va altérer ces forces intermoléculaires qui sont d'ailleurs faibles, comme les liaisons d'hydrogène par exemple, et alors la protéine va perdre sa forme caractéristique, c'est-à-dire elle va faire perdre sa structure dimensionnelle, tridimensionnelle, et c'est ça la dénaturation. Donc la dénaturation, c'est un changement de la forme caractéristique de la protéine, en particulier la structure tridimensionnelle, et donc cela va se refléter sur les fonctions normales. Ainsi donc, encore une fois, la conformation d'une protéine ou sa structure va déterminer sa fonction. Est-ce que la dénaturation est réversible ou irréversible? Ça dépend de l'état de la chaîne polypeptidique primaire. C'est-à-dire la dénaturation peut, dans certains cas, être réversible et la molécule protéique peut retrouver sa forme initiale et donc sa fonction lorsque les conditions environnementales deviennent ou redeviennent plutôt favorables. La seule condition, comme je viens de le dire, c'est que la structure primaire ou le squelette de la molécule reste intact. Donc, donc il y a deux conditions. La première condition, que les conditions environnementales reviennent favorables ou redeviennent favorables. Et la seconde condition plus importante est que la structure primaire ou le squelette de la chaîne polypeptidique reste intact. Mais parfois, la dénaturation peut être irréversible et cela se passe quand le squelette, c'est-à-dire la chaîne polypeptidique primaire elle-même, est brisée, c'est-à-dire par exemple que les liaisons covalentes peptidiques entre les aminoacides seront elles-mêmes brisées et non pas seulement les liaisons faibles de repliement. Et donc, dans ce cas-là, il sera impossible de récupérer la conformation normale.
Et cela ne se passe que dans des conditions environnementales extrêmement graves, comme par exemple des températures très élevées, comme quand vous, par exemple, pendant la cuisson d'un œuf, vous utilisez de l'eau qui a une température 100 degrés, par exemple. C'est une température extrême qui est capable de dénaturer de façon irréversible le blanc de l'œuf. Et maintenant, on va expliquer quelque chose d'intéressant, comment, c'est une application dans la vie quotidienne, comment le blanc d'œuf durcit à la cuisson. Les blancs d'œuf contiennent une grande quantité d'albumine. Et l'albumine est une protéine globulaire. D'ailleurs, l'albumine est la protéine la plus fréquente dans le sang et elle est soluble donc dans l'eau. En chauffant, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on rupture les liaisons. D'abord, il y a la rupture on rompt là les liaisons, où il y a la rupture de liaison au sein de l'albumine, c'est-à-dire au centre de la molécule globulaire de l'albumine. Bien sûr, on commence par rompre les liaisons faibles, comme les liaisons d'hydrogène, mais ensuite, on va briser les liaisons plus fortes comme les liaisons covalentes de la chaîne polypeptidique primaire, comme je viens de l'expliquer. Cette rupture de liaison au centre de la molécule globulaire de l'albumine va exposer les acides aminés hydrophobes. Et quand les acides aminés hydrophobes sont exposés, cela fait un grand problème de solubilité. Pourquoi? Parce que d'habitude, dans cette molécule globulaire, qui est plus ou moins sphérique, qui est l'albumine, bien sûr que les acides aminés qui ont des chaînes latérales hydrophobes vont fouiller ou cacher ou dissimuler leur chaîne latérale hydrophobe au centre de la molécule pour éviter euh, une répulsion de la part des molécules de l'eau et pour diminuer leur volume, comme on l'a dit plusieurs fois, pour diminuer leur surface de contact avec l'eau et donc épargner de l'énergie pour la cellule et pour libérer des molécules d'eau pour qu'elles puissent avoir des liaisons entre elles ou des réactions avec d'autres molécules. Euh, donc, ces acides aminés hydrophobes qui ont été exposés maintenant, vont essayer de s'éloigner de l'eau environnante qui est non pas de l'eau autour de l'œuf lui-même, mais de l'eau qui est présente dans le blanc de l'œuf lui-même, comme on va l'expliquer sur le schéma. Et donc, ils vont s'agglutiner entre eux pour former un réseau protéique qui va perdre l'eau qui a été réservée là-dedans, et cela va changer les propriétés physiques de l'albumine et va faire que l'albumine, que le blanc de l'œuf devienne blanc et opaque. Donc, cela commence par une dénaturation. Et cette dénaturation, c'est-à-dire le fait que la rupture des liaisons à l'intérieur de la molécule va dénaturer la molécule de l'albumine. Donc, on commence par la dénaturation par la chaleur extrême. Quel est le résultat de cette dénaturation? Que la molécule va perdre sa forme originale globulaire et elle va s'étendre en chaînes. Ces chaînes, bien sûr, sont de l'albumine dénaturée. Quand ces chaînes-là s'étendent, elles vont à l'intérieur emprisonner quelques molécules d'eau et elles vont former, parce qu'elles essayent de s'éloigner de l'eau, elles vont s'agréger les unes les autres, elles vont former une agrégation pour diminuer leur surface totale, comme on l'a expliqué plusieurs fois, puisqu'elles sont hydrophobes, mais quand même,
Ces chaînes-là, quand elles s'agglutinent, quand elles s'agrégèrent, c'est-à-dire quand elles forment une agrégation, elles vont retenir de l'eau à l'intérieur, un peu d'eau à l'intérieur. Donc, elles forment un réseau de chaînes protéiques dénaturées qui retiennent de l'eau. Mais puisqu'elles sont hydrophobes, elles essaient de se rapprocher encore plus et quand elles se rapprochent encore plus, l'eau va être libérée. Donc, si la cuisson se poursuit, le gel perd son pouvoir de retenir, de retenir l'eau et donc il sera sans eau à l'intérieur. Il devient opaque et blanc. Cela explique pourquoi, quand vous ne complétez pas la cuisson de l'œuf, vous pouvez avoir cette forme blanche et opaque de l'albumine, mais qui est un peu liquide ou fluide, parce qu'elle retient encore un peu d'eau, bien qu'elle soit dénaturée, mais le réseau contient de l'eau ou retient de l'eau à l'intérieur. Quand vous élevez la température plus, quand vous complétez la cuisson, vous augmentez le temps où l'albumine est exposée à cette température extrême, il y a plus de dénaturation, plus de rapprochement entre les molécules de l'albumine qui sont hydrophobes. Je ne dis pas que toute la molécule de l'albumine est hydrophobe, je parle simplement de l'extérieur, des chaînes latérales R qui sont extérieures et qui essaient de diminuer leur surface de contact avec l'eau. Donc ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas toute la molécule qui est hydrophobe, mais c'est seulement les chaînes hydrophobes. Et les chaînes hydrophobes ont été exposées à cause de la première température élevée à laquelle ils ont été exposés. Quand toute l'eau a été rejetée, donc maintenant nous avons un blanc d'œuf qui est solide, opaque et blanc. Maintenant, nous allons parler des protéines chaperones ou les chaperonines. Nous savons bien sûr que toutes les molécules de protéines ou les chaînes polypeptidiques plutôt sont traduites à partir de l'ARN messager. Et ces chaînes polypeptidiques doivent se replier normalement et spontanément à leur conformation terminale correcte juste après être traduite à partir de l'ARN messager. Les protéines chaperones sont les protéines qui vont aider n'importe quelle protéine nouvellement synthétisée à se replier. Comme vous le voyez ici, nous avons une chaîne polypeptidique qui vient juste d'être synthétisée et nous voyons comment ces chaperones aident cette chaîne polypeptidique à se replier, que ce soit en structure secondaire ou même en structure tertiaire, bien sûr, pour être fonctionnelle. Donc, sans ces molécules chaperones, on ne peut pas replier les chaînes polypeptidiques. Il est vrai qu'on dit que le repliement est spontané, mais ce repliement-là doit être aidé par les chaperones et vous voyez bien sûr que l'ATP a été changé à ADP, c'est-à-dire que cela consomme de l'énergie. S'il arrive qu'une protéine est mal repliée, que les chaperones, par exemple, sont mutés, sont mutants et qu'ils ne peuvent pas aider la protéine nouvellement synthétisée à être repliée, cette protéine mal repliée peut causer des conséquences graves dans la cellule parce que par exemple, il y a des protéines prions très importantes et ces protéines prions, il y a une vidéo complète sur la chaîne qui parle des protéines prions. Si ces protéines prions sont mal repliées, on va les appeler simplement des prions. Donc, protéine prion veut dire une protéine normalement repliée. Prion seulement veut dire une protéine mal repliée. Les prions mal repliés sont responsables de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de la vache folle
et tout cela, ce sont des maladies très graves et très sérieuses du système nerveux. Et cela se passe parce que les cellules nerveuses sont les cellules où on a besoin le plus de protéines prions. Les protéines prions doivent être très abondantes dans les cellules nerveuses, donc n'importe quel changement anormal dans les protéines prions va causer ces maladies graves du système nerveux. Donc, la traduction de l'ADN en protéines prions ou l'expression, ce que l'on appelle l'expression de la protéine prion est prédominante dans le système nerveux, mais cela ne veut pas dire qu'elle se passe aussi dans les autres cellules, c'est-à-dire que toutes les cellules membraneuses toutes les membranes cellulaires dans toutes les cellules ont, pardon, ont ces protéines prions, mais elles sont plus abondantes dans le système nerveux. Comment est-ce que les prions peuvent pénétrer dans le cerveau? Numéro un, infection. Euh, si vous mangez par exemple du tissu cérébral, c'est-à-dire le cerveau, infecté et il n'est pas bien cuit, donc le micro-organisme il y a un micro-organisme qui entre dans votre corps et qui commence tout ce phénomène-là. Donc ça a tout commencé par une infection, par un organisme qui était présent un jour dans le tissu cérébral d'un animal qui a été infecté par un virus ou une bactérie et qui a causé tout ce changement. Ça, c'est le stimulus, c'est le premier stimulus. Et ensuite, ce premier stimulus-là a causé que l'effet de cette infection a fait que certains prions certaines protéines prions ont été mal repliées. Mais ensuite, l'infection, et ça c'est très important, et on en a parlé dans la vidéo précédente sur les prions, il n'est pas nécessaire d'avoir ce micro-organisme tout le temps. Les prions eux-mêmes sont infectieux alors qu'ils ne sont pas des organismes vivants, alors qu'ils n'ont pas de l'ADN, mais ils sont infectieux simplement parce qu'ils peuvent causer le mauvais dépliement d'autres molécules voisines. Donc, il est très important de vous référer à la présentation ou à la vidéo sur les prions parce que nous en parlons en détail. Mais parfois, ça ne commence pas par un micro-organisme, par une infection réelle et ensuite une infection non réelle à travers les prions, mais ça commence par la mutation du gène qui code pour la protéine prion. Donc, s'il y a pour une raison ou une autre mutation du gène qui code pour la protéine prion, donc les protéines prions seront mal repliées et ce seront des prions. Les prions ne sont ni des organismes vivants, comme je viens de le dire, ni des agents infectieux au sens classique, mais une fois présents dans les cellules du cerveau, ils vont se multiplier. Comment se multiplier sans ADN? Parce que simplement se multiplier veut dire augmenter en nombre. Et ils augmentent en nombre par un mécanisme très simple. Chaque fois qu'ils sont en contact avec une molécule voisine, ils incitent ces molécules voisines à se replier d'une façon anormale. Et donc, ils se multiplient en incitant les protéines normales dans le voisinage, en les incitant à se replier d'une façon anormale. Donc, les protéines prions sont des protéines normales de surface cellulaire, particulièrement abondantes dans le système nerveux. Et elles sont très importantes. Je parle maintenant des protéines prions, normales. Et elles jouent un rôle très important dans les réponses immunitaires parce qu'elles sont responsables d'activer d'une façon ou d'une autre les cellules immunitaires. Elles sont aussi importantes pour la signalisation intercellulaire parce que la protéine prion peut se lier à des récepteurs que l'on appelle couplés aux protéines G
et dont on a parlé précédemment, et donc activer l'adénylate cyclase enzyme pour former l'adénosine monophosphate cyclique, et l'adénosine monophosphate cyclique peut inciter des réponses cellulaires. Donc, cette molécule d'AMP peut être considérée un second messager. Mais pour que ce second messager se forme et qu'il soit actif, tout ça commence par une protéine prion qui se lie à un récepteur très spécifique qui est couplé à la protéine G dont on a parlé précédemment et dont on va parler en détail dans le chapitre sur la cellule. Les protéines prions sont aussi importantes pour le transport du cuivre à l'intérieur de la cellule, que ce soit la capture, le transport ou le stockage du cuivre. Et donc, puisque le cuivre est très important pour empêcher une oxydation intracellulaire exagérée, donc le cuivre va protéger contre les inflammations et le cancer et donc les protéines, et contre aussi les maladies dégénératives comme l'Alzheimer et le Parkinson. Donc, le cuivre est très important. Donc, très important. Donc, si vous n'avez pas une protéine prion qui fonctionne normalement, vous n'allez pas pouvoir avoir cette protection contre l'oxydation intracellulaire. Parce que quand les molécules à l'intérieur de la cellule sont oxydées de façon exagérée, cela cause la dégénération des organelles, des enzymes et de tous les composants de la cellule. Donc, elle protège la cellule contre le stress d'oxydation, mais aussi contre n'importe quel stress électrochimique, c'est-à-dire un changement électrique ou chimique à l'intérieur de la molécule qui soit exagéré. Ici, nous vous montrons un schéma qui explique la diapositive sur l'importance des protéines prions et comment elles vont s'attacher à un récepteur qui est un récepteur à protéine G et comment cela va activer l'enzyme adénylate cyclase qui va convertir ou transformer l'ATP en AMP cyclique, qui est le second messager. Et pourquoi est-ce qu'il est considéré second messager? Parce qu'il est important pour transformer le message premier ici à l'extérieur de la cellule en réaction chimique. Il va activer des kinases et ces kinases-là vont activer d'autres kinases jusqu'à obtenir la réponse cellulaire. Donc, l'AMP cyclique a aidé à transformer le message premier en une réponse cellulaire. Je sais que la vidéo était très longue, mais on devait expliquer tout ça d'une façon continue parce que les sujets sont très reliés à l'intérieur de ce sujet-là ou de ce titre-là qui est la hiérarchie des protéines. Euh, je sais que c'est un peu compliqué, c'est le niveau de difficulté le plus haut dans la biochimie. Et donc, j'espère que vous avez compris que cette vidéo vous était utile. Si vous avez aimé la vidéo, pardon, donc cliquez sur like, écrivez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné et partagez la vidéo avec vos collègues. Merci et à bientôt.